Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'enquête semble accréditer la thèse de l'attentat sur le pétrolier Limburg. Des débris d'embarcation auraient été retrouvés et les tôles seraient tordues vers l'intérieur, à l'endroit de l'impact. Un convoyeur de fonds est mort cet après-midi, peu de temps après l'attaque de son véhicule de la Brinks par des malfaiteurs qui se sont servis d'armes de guerre, notamment d'un lance-roquette. L'attaque s'est déroulée à Irigny, au sud de Lyon. Toujours beaucoup de questions autour du sort de Patrick Henry qui pourrait bien faire traîner la procédure d'extradition. La drogue qu'il convoyait dans sa voiture venait probablement du Maroc. Le prix Nobel de littérature attribué à l'écrivain hongrois Imre Kertész, dont l'œuvre, comme celle de Primo Levi ou d'Elie Wiesel, est tout entière nourrie de son expérience dans les camps de concentration. C'est le premier Hongrois à obtenir cette distinction. L'exploit des volleyeurs français la nuit dernière à Buenos Aires, ils ont battu l'équipe argentine devant son public. Jamais les tricolores ne s'étaient retrouvés en demi-finale d'un championnat du monde. Ce sera demain face à la Russie. Commençons tout de suite par cette nouvelle attaque d'un fourgon blindé cet après-midi au sud de Lyon, à proximité d'une grande surface, avec une fois de plus des armes de guerre impressionnantes et une sauvagerie sans merci. L'un des convoyeurs, grièvement blessé, est mort il y a quelques heures. Reportage de Mathieu Benoît et Serge Billard. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque avait été minutieusement préparée. Peu après 17h30, le fourgon de la Brinks fait le tour d'un rond-point quand un camion vient lui barrer la route. Une autre fourgonnette le percute simultanément. À ce moment-là, les malfaiteurs ont ouvert le feu de tous les côtés du véhicule. C'est-à-dire, certains étaient cachés dans les bosquets et ont ouvert le feu au fusil d'assaut, pendant que les autres ouvraient le feu de ce côté également du véhicule. Et puis d'autres malfaiteurs, il y avait au moins 2 lance-roquettes, ont utilisé un lance-roquette pour tirer à l'arrière de ce fourgon blindé et éclater la porte arrière afin de s'emparer des sacs contenant l'argent. Les braqueurs, cagoulés entre 7 et 8 selon la police, ont opéré en quelques minutes avant de prendre la fuite en voiture. Plusieurs personnes ont été blessées lors de l'attaque et malgré les efforts des secours, le plus gravement touché, un convoyeur d'une trentaine d'années, a succombé à ses blessures peu après 19h. Ce soir, on est toujours sans nouvelles de la voiture dans laquelle les braqueurs ont pris la fuite. La dernière fois qu'elle a été aperçue, cette voiture grise de grosse cylindrée se dirigeait vers Lyon. Des chiffres un peu plus encourageants en revanche du côté de l'insécurité routière. Il y a eu 16% de tués en moins au mois de septembre par rapport à l'année dernière. Pour autant, la lutte contre les excès de vitesse ne peut jamais se relâcher. Ainsi, dans le tunnel du Mont Blanc, malgré les radars, malgré les avertissements, malgré le drame d'il y a 4 ans, les infractions sont presque aussi nombreuses. Nous retrouvons là-bas Mathieu Benoît et Serge Billard. Bienvenue au tunnel du Mont Blanc. Respectez la vitesse de marche. Maximum 70 km/h. À l'intérieur du tunnel, les messages radio informent sur les limitations de vitesse, mais pas sur le système de contrôle. Un système automatique particulièrement efficace. Il fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous avons eu une infraction en direct. Donc maintenant, on va imprimer la photographie et nous allons intervenir pour intercepter le contrevenant à la sortie du tunnel. Ouais, tu peux me confirmer l'infraction commise par un fourgon jaune là ? Mercedes, immatriculé Bravo Mike 426 Delta Victor, c'est bien reçu ? Ouais, correct, un véhicule intercepté. À chaque extrémité du tunnel, des patrouilles mixtes franco-italiennes verbalisent à longueur de journée. Ici, l'excès de vitesse a été mesuré dans la partie italienne du tunnel. C'est donc l'officier de police italien qui dresse le procès-verbal. Un contrevenant peut se faire contrôler et sur un radar italien et sur un radar français. Donc il sera automatiquement intercepté à la sortie du tunnel, dans quelque sens de circulation, et sera verbalisé par les Italiens et les Français. La traversée à grande vitesse peut donc rapidement coûter très cher. Flashé ce matin à plus de 150 km/h par 3 des 10 radars du tunnel, un automobiliste a cumulé les procès-verbaux. Il a dû payer en tout plus de 1 000 € d'amende. Un système de contrôle implacable qui commence à peine à faire lever le pied à certains conducteurs. Depuis le 1er janvier 2002, plus de 38 000 automobilistes ont été verbalisés. Il y a une solution qui commence à faire son chemin dans les esprits, c'est le bridage des moteurs. Ce sera long parce que les constructeurs rechignent, mais en attendant, il est désormais possible de brider la vitesse d'un véhicule par satellite grâce au GPS. Une série de tests sont actuellement entamés par le ministère des Transports. Yves Vallée. Comment aider le conducteur à maîtriser sa vitesse en fonction des limitations légales? La vision du compteur ne suffisant pas toujours, les constructeurs proposent sur bon nombre de nouveaux modèles un limiteur de vitesse.
Il s'agit d'un dispositif électronique que le conducteur règle à la vitesse désirée, ici 90 km/h. Cette limite atteinte, soit un signal l'avertit, soit, comme c'est le cas sur ce véhicule, l'injection en carburant est stoppée. La voiture ne pouvant dépasser cette vitesse, sauf si le conducteur enfonce volontairement et brusquement l'accélérateur. Inconvénient, le conducteur doit répéter l'opération à chaque changement de vitesse autorisé. La solution vient donc de l'espace, avec les satellites des systèmes GPS qui renseignent la voiture sur sa position géographique exacte, donc la vitesse autorisée sur la route empruntée. En connectant les deux systèmes, tout devient automatique. Nous avions testé une telle voiture en Suède il y a 16 mois. Nous entrons dans une zone limitée à 30 km/h. L'ordinateur s'en aperçoit. J'ai beau appuyer sur l'accélérateur, il se durcit et je ne peux pas dépasser les 30 km/h. L'expérimentation appelée l'Avia débutera dans 6 à 8 mois en France. Elle fera suite aux expériences suédoises, anglaises et hollandaises. 20 voitures, Peugeot, Citroën et Renault, seront confiées à une centaine de conducteurs témoins. L'idée, c'est bien sûr qu'à long terme, les véhicules soient dotés de ce dispositif de manière à pacifier la conduite et faire en sorte qu'on n'observe plus des situations d'infractionnisme massif à la vitesse comme on peut le voir maintenant. Le bilan et les conclusions de cette expérience ne seront connus qu'en 2005. Troisième titre de l'actualité, les suites de l'affaire Patrick Henry. La procédure d'extradition pourrait bien être plus longue que prévu car il faudra attendre sa propre décision. Certains dans son entourage pensent en effet qu'il a intérêt à faire traîner les choses. Sur place, les réponses de nos envoyés spéciaux Axel Girard et Massimo Bulgarelli. Prison de Picassent au sud de Valence. C'est ici que Patrick Henry est incarcéré depuis 4 jours pour un trafic de drogue. Son avocate l'a vu ce midi. Elle entend bien obtenir de la justice espagnole sa remise en liberté. Pour elle, il ne s'agit que d'un délit somme toute mineur. Si nécessaire, elle ira jusqu'à la Cour suprême. Il a une possibilité, étant donné la quantité de drogue qu'il avait dans son véhicule, de pouvoir sortir. Hein. C'est-à-dire que s'il était espagnol ou une résidence en Espagne, il serait en ce moment dehors. Hein, il attendrait son jugement. C'est lors d'un contrôle routier anodin comme celui-ci sur ce péage que Patrick Henry a été arrêté par la Guardia Civile. Il s'est présenté comme un informaticien sans histoire, mais la présence de cet homme seul dans une voiture française sur la route des trafiquants a aiguisé la curiosité des militaires. Au fond du coffre, à peine caché sous ce tapis, ils ont découvert 10 kilos de hashish. La drogue venait de Tanger au Maroc. Quand il a vu qu'on avait découvert la drogue, alors il a tenté de s'enfuir. C'est pourquoi on a dû faire usage de la force. Patrick Henry l'a compris, il risque plus que 3 ans de prison pour ce trafic de hashish. Il l'a appris par la radio, la France va demander son extradition. En perspective, une possible révocation de sa liberté conditionnelle. Alors, s'opposera-t-il à son retour en France? Il a déjà pris sa décision, mais j'ai ordre de ne pas vous la transmettre. Je vous ai dit qu'il se sentait vraiment très mal et qu'il ne voulait pas faire de déclaration à la presse. Il savait que c'était très médiatisé. En attendant, la demande d'extradition devrait arriver d'ici quelques jours en Espagne. Le cas de Patrick Henry a fait planer la menace d'un coup d'arrêt aux libérations conditionnelles, mais le garde des Sceaux a assuré qu'il n'en serait rien. Reste que pour les détenus condamnés à de longues peines, cette procédure réclame de nombreuses garanties avant la sortie de prison et n'en offre pas toujours après. Reportage de Nicolas Escoulan et Hubert Cazenave au centre de détention de Melun. Il marche vers la sortie, enfin presque. Condamné à 9 ans de prison ferme, Philippe a aujourd'hui accompli la moitié de sa peine. Mais il devrait quitter la prison de Melun dès novembre. Cette liberté conditionnelle, cela fait près d'1 an qu'il la prépare avec sa conseillère d'insertion. Bon, pour la libération conditionnelle, moi je vais voir quand est-ce que vous allez passer. Surtout que bon, moi j'ai lancé l'enquête employeur, hein, parce que vous savez, je vous avais expliqué que bon, vous aviez donc ce certificat de l'employeur qui était là, mais qu'il y avait une enquête qui était faite par les forces de l'ordre. Ces rencontres fréquentes ont permis de ficeler un projet, trouver un logement et surtout un emploi. Philippe retrouvera son poste de chauffeur chez son ancien patron. Je peux dire que j'ai de la chance vis-à-vis des autres. Hein. Parce que tout le monde n'est pas comme moi, quoi. Là, ils attendent, ils vont galérer pour un travail. Si à l'entrée, ils n'avaient pas un travail, il faut qu'ils en cherchent un ici. Et puis souvent, quand on dit « je suis en prison », ça ne marche pas bien, quoi. Mais au-delà de l'emploi, il y a aussi l'aspect psychologique. Réussir sa sortie, c'est aussi accepter sa peine.
Quelqu'un qui n'a pas pris conscience des interdits, qui n'a pas pris conscience du pourquoi il était là, c'est quelqu'un qui n'a pas de maturité par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a fait. Et donc tant qu'il n'a pas acquis l'interdit, forcément, il pourra recommencer. Thierry, lui, aura eu besoin de 4 ans et 3 psychologues pour accepter complètement sa peine. Aujourd'hui, sa famille et un travail l'attendent. Il pourrait sortir en conditionnel dans 6 mois. Honnêtement, je me sens bien. Je me sens soulagé quand même. Tandis qu'avant, on vit dans l'angoisse. C'est ça qu'il faut voir. Enfin, c'est sûr que les psys, il faut qu'elles soient présentes dans les prisons. L'année dernière, sur 300 détenus à Melun, 48 ont bénéficié d'une liberté conditionnelle. À l'échelon national, moins de 10% récidivent et retournent derrière les barreaux. Témoin des difficultés de réinsertion, Patrick Brice, en liberté conditionnelle depuis 2 ans et qui a réussi à reconstruire sa vie. Mais il ne s'étonne guère de la récidive de Patrick Henry et souligne les carences de l'accompagnement. Emmanuel Rivalin et Denis Coll l'ont rencontré. Patrick Brice est un peu le négatif de Patrick Henry. Il n'a jamais eu de sang sur les mains, mais a commis 23 braquages. En revanche, ses multiples évasions n'en faisaient pas un prisonnier modèle. Pour ces raisons, Brice a attendu longtemps la liberté conditionnelle. Patrick Henry, c'est le désaveu du système carcéral. Ça, c'est-à-dire c'est le type même du détenu qui est mis en avant parce que par sa soumission, il ne pose pas de problème au niveau quotidien, au niveau de la détention, qui par de brillantes études valorise le système sans que le système ait fait quoi que ce soit pour être valorisé. Donc automatiquement, c'est une vitrine pour l'administration pénitentiaire. Pour sortir de prison, Brice a dû justifier d'un domicile et d'un emploi qu'un ami lui a réservé et bloqué pendant 3 ans. Des appuis exceptionnels après 15 ans de prison, mais tous les détenus n'ont pas cette chance. Les gens qui sortent en fin de peine, par contre, n'ont pas forcément cette chance-là et se retrouvent bien souvent à la rue parce que ils récidivent, justement parce que ils n'ont rien. Et puis les seuls contacts qu'ils ont eus, c'est les contacts intérieurs. Patrick Brice terminera sa peine en 2005. Celui qui a fait le tour des prisons françaises fait peut-être figure d'exception. Aujourd'hui, sa fille Manon est le premier fruit de sa liberté conditionnelle. Moi, si j'avais pas eu Laurence, déjà je serais pas là en train de vous parler. Je serais soit en cavale, soit mort. Jacques Rosemary, l'ancien président de l'Arc, sortira de prison demain au terme de l'échéance normale de sa peine avec les remises habituelles. Une demande de remise en liberté lui avait été refusée il y a plusieurs mois. Il faut encore savoir que l'homme qui avait ouvert le feu sur le conseil municipal à Ventoux, en Haute-Saône, il y a 3 ans, blessant le maire, puis abattant son frère et son beau-frère, a été condamné aujourd'hui à 28 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Vesoul. À Marseille, 12 personnes ont été arrêtées ces derniers jours. Elles sont soupçonnées dans une centaine de cambriolages dans 6 départements du sud de la France. Des perquisitions au domicile des suspects ont permis de mettre la main sur un butin évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et puis un homme de 40 ans soupçonné d'une dizaine de vols sous la menace d'une seringue contre des caisses d'épargne en région parisienne a été interpellé hier. Nicolas Sarkozy réunira demain les préfets des 5 départements qui ont enregistré les moins bons résultats dans la lutte contre la délinquance et ceux des 5 départements les plus performants en la matière. Le Lot, le Morbihan, le Rhône et le Var ainsi que la Vienne arrivent en tête des plus fortes baisses. À l'inverse, les hausses les plus importantes sont notées dans l'Ardèche, l'Ariège, le Cantal, la Lozère et la Marne. Mais il convient de noter que dans ces départements, la délinquance était particulièrement basse. À ce propos, le président de l'office HLM de la ville de Vienne, dans l'Isère, a décidé de résilier le bail de plusieurs familles de jeunes gens condamnés la semaine dernière après des affrontements avec la police. Il a adressé une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur et de la Justice. C'est un reportage de Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalin. 5 familles vont peut-être bientôt devoir quitter le quartier. Il y a quelques jours, leurs enfants majeurs ont été condamnés à des peines de prison ferme pour violence envers des policiers. Les faits se sont produits dans un des immeubles gérés par l'office HLM. C'en est trop pour le président de l'OPAC qui demande la résiliation du bail des familles concernées. Ces parents ne sont pas censés ignorer, d'abord ils ont une responsabilité morale, et puis ils ont une responsabilité en signant un bail, parce qu'en signant un bail, ils signent un règlement intérieur qui stipule très précisément qu'ils seront responsables de leurs actes, et responsables également des actes de tous ceux qu'ils hébergent à quelque titre que ce soit. La procédure, relativement rare, a déjà été mise en œuvre il y a un peu plus d'1 an. Du côté des travailleurs sociaux, on ne veut pas juger la démarche, mais on s'interroge sur ses conséquences. Peut-être quelque peu surpris du fait qu'on sanctionne les familles alors qu'on a affaire à des jeunes qui ont déjà été sanctionnés par la justice.
Donc pourquoi une double sanction par rapport à ces événements ? Il y a 2 jours, en réaction aux condamnations de la justice, une dizaine de voitures ont été incendiées dans le quartier. Là encore, l'OPAC a l'intention d'engager les mêmes sanctions à l'égard des familles des auteurs lorsqu'ils seront connus. En tout état de cause, c'est le tribunal d'instance qui devra prononcer ou non la résiliation des contrats de location. À Paris se tient actuellement le procès fleuve de plusieurs syndics poursuivis pour abus de confiance au préjudice des copropriétaires. L'enquête a permis de mettre en lumière des pratiques illégales et pourtant répandues, mais certains résistent, comme nous le montre cette enquête de Stéphanie Lebrun et Jean-Claude Lédin. Daniel André est à la tête d'un petit syndic. Il gère 80 immeubles, c'est-à-dire 2000 copropriétés. Bonsoir. Des syndics de proximité comme celui-ci, il en reste peu aujourd'hui. Beaucoup ont été rachetés par de grands groupes. Daniel André a résisté. Il a toujours refusé de participer à ce système de commissions illégales, un système connu de tous, presque banalisé. La bonne vieille méthode, c'était l'enveloppe en dessous de table et qu'on donnait et qu'on rétribuait le syndic pour sa gentillesse, pour avoir accordé des chantiers à telle ou telle entreprise. Ensuite est arrivé les méthodes quasiment officielles, c'est-à-dire de faire des factures et où les gens n'avaient pas l'impression de voler puisqu'ils payaient la TVA, c'était passé dans leur comptabilité honnêtement et donc il n'y avait pas de problème. Pas de problème en apparence, sauf que les entreprises qui remerciaient les syndics par ces commissions sous forme d'honoraires ou de cadeaux récupéraient cet argent en surfacturant les travaux effectués dans les copropriétés. Au final, c'est le copropriétaire qui payait de 5 à 10% plus cher. Exemple, sur un ravalement d'immeuble, la facture pouvait s'alourdir de 80 000 €, soit un peu plus de 500 000 francs. Ça se pratiquait de toutes les façons parce que les honoraires des syndics étaient peu importants, elles étaient taxées par les pouvoirs publics et bien les gens s'arrangeaient pour avoir des rémunérations autres, pour faire vivre leur cabinet et payer leurs employés. Aujourd'hui, les honoraires ont été revalorisés, les syndics corrompus écartés. Mais si les commissions illégales à grande échelle ont disparu, les artisans du bâtiment doivent parfois accepter certaines contraintes pour obtenir des marchés. Aujourd'hui, c'est plus le bac chiche, c'est le service. Le service, c'est de refaire éventuellement l'appartement d'un donneur d'ordre, l'appartement de la petite amie, le garage ou différents ouvrages que je qualifie de service. Ça, vous en avez été témoin. Tout à fait. Seule solution pour éviter ces dérives, la vigilance des copropriétaires. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à prendre en charge la gestion de leur immeuble bénévolement. La Caisse nationale d'assurance vieillesse qui gère les retraites du privé a eu la mauvaise surprise de découvrir que sa réserve financière serait amputée pour alimenter d'autres caisses, notamment celle des fonctionnaires qui déjà cotisent moins longtemps que les salariés du privé. Explication d'Emmanuel Ostian et Delphine Cluzec. Il s'agit d'un tour de passe-passe budgétaire. Jusqu'ici, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, finançant les retraites du privé, reversait aux autres régimes et notamment à ceux du public un excédent d'1,9 milliard d'euros par an, au nom de la solidarité entre régimes de retraite. Et malgré cette ponction, la CNAV restait excédentaire. L'an prochain, elle devra ajouter 830 millions d'euros à cette solidarité obligatoire, plus 30%. 830 millions d'euros initialement destinés à toute autre chose. Ces excédents des salariés du privé, ils alimentent aujourd'hui un fonds de réserve des retraites. Et ce fonds de réserve des retraites, il est fait spécifiquement pour permettre de payer les retraites dans le futur. On sait qu'à partir de 2005, on a un régime qui sera en déficit. Donc il faut mettre de l'argent de côté pour savoir faire face à cette échéance et savoir faire fonctionner cette solidarité dans l'avenir. Donc c'était pas le moment de prendre de l'argent sur le système des retraités du privé aujourd'hui. Pour justifier cette hausse, on a ajouté aux 15 millions de cotisants du privé les 3 millions de chômeurs. La base de calcul étant plus large, la contribution grossit artificiellement. Et les responsables du privé, qui n'ont désormais plus de réserve ou presque, se demandent comment ils feront face dans 3 ans au papy-boom, c'est-à-dire au départ en retraite des personnes nées juste après la dernière guerre. Près de 3000 personnes appartenant à l'éducation nationale ont manifesté aujourd'hui à Saint-Denis de la Réunion pour protester contre la politique du gouvernement en matière d'enseignement. La secrétaire à la lutte contre la précarité et l'exclusion, Dominique Versini, a annoncé hier à l'Assemblée que 3000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires seraient mobilisées dès cet hiver, et ce alors que le SAMU social s'inquiète de l'augmentation du nombre de femmes sans abri. Parmi elles, beaucoup viennent des pays de l'Est et d'Afrique. Reportage d'Amel Arfaoui et Christelle Chiraud. C'était il y a 4 ans, en automne. Marie-Jo passe sa première nuit dans la rue,
sur un banc public d'un quartier populaire parisien. Il faut se débrouiller en fait pour manger, il faut se débrouiller pour dormir, vous dormez n'importe où. Ça m'est arrivé de demander de l'argent, de ne pas avoir l'argent dans la poche et faire la manche dans la rue. Hein. En 1995, tout bascule pour Marie-Jo après une rupture brutale avec son conjoint. Et bon, c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon emploi, mon appartement, je ne pouvais plus garder l'appartement parce qu'il était beaucoup trop cher pour moi. C'est à partir de là que tout a basculé en fait. Plus de famille, plus d'emploi, plus de logement, plus rien, la rue. En 10 ans, ce phénomène s'est aggravé. Selon le SAMU social, le nombre de femmes qui vivent dans la rue est passé de 3% à 17%. Chaque soir, les véhicules du SAMU viennent en aide aux SDF. Tous vivent de mendicité et de dons. Mais à la lumière de ces rondes de nuit, le SAMU a observé un phénomène nouveau. L'arrivée massive depuis 2 ans de femmes seules venant de l'Est ou d'Afrique. 70% sont accompagnées d'enfants. Elles ont fui soit les conflits, soit la maladie du sida, qui dans la plupart des cas ont décimé les hommes. Pierre Bédier a annoncé tout à l'heure à Bastia la construction d'un centre de détention corse dans les 4 à 5 années à venir. Le secrétaire d'État au programme immobilier de la justice n'en a pas précisé le lieu. Son collègue au transport, Gilles de Robien, a inauguré aujourd'hui au sud de Strasbourg le 8e pont routier sur le Rhin entre la France et l'Allemagne. L'ouvrage a été baptisé du nom de l'ancien maire de Strasbourg et ancien président du Parlement européen, Pierre Plimelin. Il contribuera à désengorger le pont de l'Europe, emprunté par 30 000 véhicules par jour. En Alsace, toujours, un stockage inapproprié de produits toxiques pourrait être à l'origine de l'incendie qui a fait rage pendant 10 jours dans un site de déchets souterrains à Wittelsheim. Jacques-Ric Boivin et Philippe Fogel ont enquêté. Ces documents sont aujourd'hui en possession de la justice. Malgré l'interdiction de l'arrêté préfectoral, ils affirment que des produits inflammables ont été acceptés par Stocamine. Autre pièce, la liste des clients du bloc 15, là où le feu s'est déclenché. Cette liste a été modifiée après l'incendie. Hier matin, des mineurs des mines de potasse d'Alsace, partie civile dans le dossier, se sont rendus chez leur avocat. Ils sont scandalisés et réclament plus de transparence. Selon moi, ça tend à prouver très clairement qu'on essaye de cacher des choses qui ont été faites au niveau de Stocamine. Et pourquoi cette liste a été modifiée postérieurement à l'incendie? On nous explique pourquoi. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une volonté de camoufler un certain nombre de documents, de camoufler un certain nombre de responsabilités et de, par la même occasion, cacher la vérité? La direction de Stocamine n'a pas souhaité s'exprimer. Le juge d'instruction recherche toujours les causes de l'incendie. Mais il faudra encore attendre la dispersion des fumées pour pouvoir descendre 535 mètres sous terre et analyser ce qui reste des déchets calcinés. Allemagne, environnement, toujours avec le lancement aujourd'hui d'une concertation pour élaborer certaines nouvelles lois sur l'eau. Une loi qui est destinée à remplacer le texte de Dominique Voynet, rejeté par le gouvernement en juin dernier. Il y a urgence en la matière. En effet, 94% des cours d'eau et 3/4 des nappes sont pollués par l'industrie et par l'agriculture. C'est un reportage de Marie-Claude Slick et Mario Campenon. Le Duy est un affluent du Loiret. Il y a 40 ans, cette rivière s'étalait tout en méandres. Dans les années 60, avec la naissance de l'agriculture productiviste, elle était canalisée pour le pompage agricole et le drainage des champs. Aujourd'hui, ces eaux sont chargées de tous les produits en usage dans l'agriculture. Cette rivière est en contact permanent avec la nappe, qui est elle-même la réserve principale d'eau potable d'Orléans. Nous avons sur les puits de captage de la ville d'Orléans quelquefois des pics de polluants, nitrates notamment, et surtout phytosanitaires, où on voit que leur concentration augmente régulièrement. D'où un enjeu pour la collectivité important de maintien de sa réserve d'eau potable. Cet autre cours d'eau à 15 km de là, les Mauves, est un trop-plein de la nappe phréatique de Beauce. La nappe est polluée et le cours d'eau va donc déverser les polluants de la nappe dans la Loire. Il y a 50 ans, cette rivière et la nappe est à peu près pure, on va dire. Donc elle améliorait globalement la qualité de la Loire. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle charrie ses polluants, donc elle dégrade la qualité de la Loire. On pêche toujours sur ces fleuves et rivières, mais le brochet, qui les peuplait il y a 40 ans, est devenu rare. C'est un poisson qui est sensible et qui a sûrement très mal vécu la dégradation du milieu, alors qu'avant c'était vraiment le poisson symbole de la Loire moyenne. La presque totalité des cours d'eau français connaissent ces problèmes. La nouvelle loi sur l'eau ne pourra faire l'économie de s'attaquer à la question de la pollution agricole.
Les pluies qui tombent actuellement sur le sud de la France, comme par exemple à Nice, vous le voyez sur ces images, ne changeront rien à cette pollution, hélas. Météo France maintient une carte de vigilance sur le pourtour méditerranéen. Evelyne Delia y reviendra à la fin de ce journal. Au lendemain de la décision de la Commission européenne d'élargir l'Union à 10 nouveaux membres d'ici 2 ans, nombre de voix d'horizons divers veulent souligner les risques de ces adhésions. Comment faire fonctionner à 25 ce qui a parfois du mal à marcher à 15, Laure de Breuil. C'est toute la frontière est de l'Europe qui va être redessinée par les nouvelles adhésions. Les 3 pays baltes d'abord avec 7 millions d'habitants, puis la Pologne avec ses 38 millions d'habitants, la République tchèque et sa sœur jumelle, la Slovaquie, 15 millions d'habitants, puis la Hongrie, 10 millions et enfin la Slovénie, 2 millions. Tous ces pays étaient sous la férule de l'Union soviétique et retrouveront ainsi leur vocation européenne. Cette nouvelle vague d'adhésion concerne également de tout petits États comme Chypre et Malte. Cette Europe élargie est marquée par de très grandes différences de niveau de vie. Par exemple, le produit intérieur brut par habitant est de 30% inférieur en Slovénie, 60% en Pologne, 67% en Lettonie. Certains secteurs, notamment l'agriculture, seront placés sous haute surveillance au travers de clauses de sauvegarde. Ce destin commun se construira pierre après pierre. Fin octobre, réunion à Bruxelles des chefs d'État pour régler les derniers problèmes financiers. En décembre à Copenhague, la liste définitive est arrêtée. Au printemps 2003, signature des nouveaux traités d'adhésion. Juin 2004, élection au Parlement européen pour les 25 États. C'est le calendrier rêvé. Il est soumis à de nombreux aléas, en particulier au résultat du référendum le 19 octobre en Irlande, qui doit ratifier ou non le traité de Nice. En cas de oui, l'élargissement de l'Europe sera sur les rails. En cas de non, la belle mécanique prévue sera à revoir. Vive émotion en Italie après l'annonce hier du plan de restructuration de Fiat qui va mettre plus de 8000 salariés en chômage technique. Symbole de l'industrie transalpine, le constructeur automobile pourrait passer sous le contrôle de l'américain General Motors. Reportage de Maurice Olivari et Karine Guillaume. En Italie, ce n'est pas vécu comme un accident industriel, mais comme un tremblement de terre. Car avec des usines aux 4 coins du pays, les dégâts sur le plan humain dépassent largement les 8000 salariés bientôt au chômage. Mon père travaille à la Fiat. Et si elle est mise à la porte, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, ces enfants? Et Fiat, pour les Italiens, c'est plus qu'un symbole. C'est un orgueil national. Un bijou de famille dont on découvrirait qu'il peut facilement devenir pacotille. D'où l'air contrit du dernier Agnelli en charge. On est aujourd'hui obligé, la mort dans l'âme, de faire un pas en arrière pour pouvoir plus tard redémarrer. À qui la faute? À une longue absence de bons modèles, mais surtout à une négligence coupable. À l'heure où tous les constructeurs de la planète se restructuraient, Fiat paradait et se vautrait dans l'immobilisme. Le réveil est douloureux. On va essayer d'éviter la fermeture des usines pour sauver le plus grand nombre d'emplois. Alors, Silvio Berlusconi au secours de la Fiat, cela paraît indispensable si l'on veut éviter la honte nationale que l'associé américain General Motors n'avale tout cru, le géant italien. Nous le disions en titre, des débris d'une embarcation ont été retrouvés tout à l'heure sur le pétrolier français qui a explosé dimanche au large du Yémen, selon un inspecteur français. Auparavant, ses collègues américains avaient estimé qu'il s'agissait bien d'un attentat. Denis Brunetti. Les experts français et américains qui se sont rendus pour la première fois ce matin sur le Limbourg ont déjà transmis leur premier rapport qui conclut à un attentat. Selon une source proche de l'enquête que nous avons contactée, ils ont même découvert sur place des éléments d'une embarcation qui a percuté le pétrolier. Un responsable américain à Washington a confirmé que beaucoup d'indications montrent qu'il s'agit d'un acte terroriste. Les débris doivent être analysés, mais leur présence conforte déjà le témoignage d'un membre de l'équipage. Un élève officier a vu juste avant l'explosion un petit bateau approchant notre navire à une vitesse assez rapide. Le ministre yéménite de la mer, Saïd Al-Yafi, avait déjà changé de ton cet après-midi, affirmant qu'il n'excluait aucune option. Le Yémen et les États-Unis privilégiaient jusque-là la thèse de l'accident. On se rapproche donc du scénario d'une attaque par un petit bateau suicide bourré d'explosifs, tout comme il y a 2 ans contre la frégate américaine USS Cole. La section antiterroriste du parquet de Paris a déjà envoyé au Yémen 3 inspecteurs de la DST, rejoints par des enquêteurs américains. Arrestation par ailleurs à Hambourg d'un complice présumé des terroristes du 11 septembre. C'est du moins ce qu'affirme le parquet fédéral allemand. Washington a prévenu toutes ses ambassades de nouveaux risques d'attentats.
Une Israélienne de 71 ans a été tuée ce matin lors d'un attentat suicide commis par un kamikaze palestinien dans la banlieue de Tel Aviv. L'explosion a fait par ailleurs une trentaine de blessés. Dans la bande de Gaza, ce sont 2 Palestiniens qui ont trouvé la mort lors d'une incursion israélienne. En Algérie, des manifestants ont assiégé et fait fermer des bureaux de vote en Kabylie lors d'élections locales. C'est dans cette région que le taux de participation est le plus bas, comme à l'habitude. Les tribus berbères avaient lancé un mot d'ordre de grève et de boycott. En Côte d'Ivoire, des centaines de civils fuient désormais Bouaké, la deuxième ville du pays, aux mains des rebelles. Sur le plan militaire, c'est le statu quo entre mutins et loyalistes. Et en attendant, les habitants de Bouaké manquent de tout. Patricia Lémonière, Olivier Calmet, Bruno Chastanier et Patrick Michel sont nos envoyés spéciaux là-bas. Le couvre-feu est levé et déjà ils partent, ou plutôt ils fuient. Certains se dirigent vers la ligne de front pour gagner Abidjan. D'autres prennent la route pour le Mali, le Burkina Faso. 1000 personnes par jour, 2000, impossible à savoir précisément. Une seule chose est certaine, la ville se vide. Ils s'en vont parce que l'on annonce de nouveaux combats, mais aussi et surtout parce qu'ils ont faim. On a faim, on n'a pas à manger, donc ça va. Il n'y a plus à manger. Mais les enfants, ils pleurent. Il y a des enfants qui sont malades, il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. Il n'y a pas l'eau. Ils viennent dans le quartier d'Haïti, ils font peur aux enfants. Bon, tout le monde est terrifié, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Les combats très violents qui se sont déroulés lundi entre troupes rebelles et loyalistes ont plongé la ville dans le chaos. Ceux qui restent se terrent chez eux. Les plus inquiets, les Libanais, cibles classiques en période de trouble. La famille Eusséni a peur des pillards, alors elle s'accroche à sa maison, mais pour combien de temps? Moi je veux partir, mais mon père ne veut pas. Pour l'instant, l'ordre règne. Les rebelles tiennent la ville. On ne les a pas touchés là. Donc leurs pieds ont été... Celui qui est pris en train de voler est tué sur le champ. Les mutins se préparent pour de nouveaux combats, des renforts arrivent du nord et les armes prises aux troupes loyalistes sont exhibées devant la presse. Les chefs du mouvement, qui ont dit oui au dialogue, se refusent pour l'instant à déposer les armes, condition posée par le président ivoirien. Mais des contacts seraient en cours, il faut faire vite. Les rebelles se disent prêts à lancer une nouvelle offensive. Les Russes sont toujours sous le choc de l'avalanche qui avait fait au Caucase 16 morts et 132 disparus, parmi lesquels l'étoile montante du cinéma russe, Sergueï Bodrov, qui avait joué dans Est-Ouest. Les sauveteurs aimeraient un coup de main des spécialistes français. Ils espèrent toujours que les disparus se sont réfugiés dans des galeries. Notre page santé avec le cri d'alarme du professeur Méninger, spécialiste de la maladie de Charcot, cette maladie dégénérative qui touche 9000 personnes en France et nécessite une prise en charge spécifique. Chaque année, 1000 nouveaux cas sont détectés. Ce professeur désespère de voir arriver les crédits promis. Explication de Caroline Bell et Jean-Marc Martineau. Service de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Plus de 900 patients sont suivis dans ce centre unique à Paris de prise en charge de la maladie de Charcot. Une lente dégénérescence du système nerveux qui entraîne une paralysie des muscles et que l'on ne sait toujours pas guérir. Mais depuis un an, rien ne va plus. Faute de moyens, c'est tout le service qui est à bout de souffle. Nous sommes passés de 6 médecins à 2 médecins. Donc on a perdu 4 médecins. Nous avions 8 infirmières, nous en avons 6 et bientôt plus que 5. Les patients commencent à comprendre ce qui se passe et ils ont énormément de mal à subir ce départ. Il y a quand même à peu près 300 malades qui me connaissent. Depuis quelques semaines, la consultation multidisciplinaire de kinésithérapie et d'orthophonie a dû cesser. Pour cette femme qui a appris il y a un an qu'elle était atteinte par la maladie, ces séances sont pourtant indispensables. Je veux dire, moi je fais pas un mois de kiné, je suis mal. C'est une vraie catastrophe. Déjà, je trouve qu'on n'a pas assez de suivi. Donc en plus, on n'a pas du tout, je vois pas comment on peut faire. Il n'y a plus dans le service que 7 lits d'hospitalisation. Alors le personnel gère les urgences au jour le jour. On a atteint un seuil de non-retour. Moi, honnêtement, je veux dire, ça me semble difficile de poursuivre comme ça. Tant pour moi que pour les équipes que pour les patients. Il y a un an, le précédent gouvernement avait pourtant annoncé le déblocage de crédits. Ce n'est qu'une question de temps, répond aujourd'hui le ministère de la Santé. Pour des centaines de patients, il y a désormais urgence. Du côté de la protection des animaux, selon les spécialistes des primates, 1/3 des espèces sont désormais en danger d'extinction. En 2 ans, plus de 100 ont disparu. C'est un déclin qui concerne tout le règne animal. Carole Vénua et Jean-Louis Elferro. Tubo et Vatana,
2 orang-outans de la ménagerie du Jardin des Plantes, nés en captivité. Originaires de Bornéo, ils ont le triste privilège de figurer sur la liste des 25 espèces de primates les plus menacées dans le monde. Les orang-outans vivent dans des îles, à Bornéo ou à Sumatra, et ils sont particulièrement menacés d'abord parce qu'il y a un commerce de bois important pour du bois de chauffe ou du bois exotique. Par ailleurs, il y a une agriculture galopante. Et puis, de façon anecdotique, ils sont pris comme animaux de compagnie. Donc, c'est un vrai problème en Asie que ces animaux. Il en resterait 20 à 40 000, c'est-à-dire fort peu. Autre exemple, le gorille d'Afrique, sacrifié pour la consommation de sa viande ou l'exploitation de ses organes. En France, on l'a oublié, de nombreuses espèces ont disparu, des rapaces, le bouquetin des Pyrénées à cause de la chasse ou encore la loutre qui ne doit son retour qu'à la faveur de programmes de réintroduction. En général, dans les pays occidentaux comme la France, c'est plutôt la pollution, les insecticides en excès pour les rapaces, la pollution des rivières pour la loutre, c'est ça qui va tuer les espèces. Et il y a toutes celles que l'on ne voit pas qui s'éteignent dans l'indifférence générale. Les scientifiques pensent qu'il disparaît chaque jour une espèce animale dans le monde. Nous le disions en titre, le prix Nobel de littérature a été attribué aujourd'hui à l'écrivain hongrois Imre Kertész, rescapé des camps nazis d'Auschwitz et de Buchenwald. Les communautés juives de Hongrie ont félicité le lauréat et se sont réjouis de cette distinction qui honore l'auteur du Refus et de Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. C'est le premier Hongrois à obtenir ce Nobel. Sur un ton plus léger, l'épouse du Premier ministre, Anne-Marie Raffarin, a assisté pour la première fois cette semaine à la présentation de collections prêt-à-porter. Viviane Blassel nous présente les tendances printemps-été de 2003. Sonia Rykiel donne le ton. Allure décidée, faussement sage, vraiment insolente. Ici, il ne sera pas question de cacher ce sein que, paraît-il, jusqu'à présent, on ne devait pas voir. La capuche, comme chez Jean-Charles de Castelbajac, sera omniprésente et l'épaule dénudée toujours d'actualité. Ce sera court et plus que court. Cheruti confirme, voire short pour celles qui pourront se le permettre, en cuir moulant tant qu'à faire, et n'oublions pas que la découpe sera reine. La couleur, Vuitton la veut bonbon, en n'oubliant pas que le nœud, où qu'il soit placé, vous habille de suite une toilette. Court encore et court toujours chez Chanel, qui pousse la tendance à l'extrême limite d'une petite culotte de luxe, mais petite culotte quand même. Pour compenser, on ne lésinera pas sur l'accessoire, ce sera bien le moins. Certes, on l'aura vu, il y aura du noir, mais pas de désespoir, puisque le grand homme fort de lui-même chez Saint-Laurent s'en va vers la couleur. Tendre, douce, pastel et mesurée, certes, mais ici le noir ne règne plus en maître. Et le trench caramel chocolat en a fait pleurer plus d'une d'envie. Au fait, se contentera-t-on de parler de transparence ou les portera-t-on? Réponse, le printemps-été prochain. Notre page sportive avec tout d'abord l'exploit de l'équipe de France de volleyball qui pour la première fois de son histoire s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat du monde en battant la nuit dernière les Argentins, organisateurs de la compétition. Ils avaient pourtant perdu le premier set. Les Français affronteront les Russes qu'ils avaient battus au premier tour vendredi. En revanche, la nuit dernière n'a pas porté chance aux défis français dans la Coupe de l'América, 5e défaite face aux défis de San Francisco, l'un des 3 favoris de la compétition. Pour l'instant, les Français partagent la dernière place du classement avec le 2e défi italien. Football, la direction nationale de l'arbitrage a décidé aujourd'hui de faire rejouer le match Auxerre-Sedan. Les Sedanais avaient fait constater que l'arbitre avait permis aux Bourguignons de réengager après un but, alors que 2 joueurs ardennais se trouvaient encore dans la moitié de terrain auxerroise. Vous le voyez sur ces images, ce qui n'est pas autorisé. Giroud a fait appel. Et puis à la limite de la performance sportive, voici maintenant Riverdance jusqu'à dimanche à Bercy, puis en tournée en France. C'est un spectacle irlandais entièrement basé sur des claquettes. Reportage de Catherine Combe et Jean-Pierre Mantis. Claquette anglaise, claquette américaine, l'identité irlandaise fait décidément beaucoup de bruit dans ce spectacle. Un tourbillon de ronds de jambes, parfaitement synchronisé et surtout ce martèlement permanent de talons et de pointes. Un travail titanesque, des heures de répétition, la danse de claquette ne tolère aucun écart de rythme.
Nous contrôlons le bruit que nous faisons, nous calculons la pression des pieds, comment mesurer la rapidité des pas. Nous contrôlons aussi la vitesse. En fait, c'est comme un instrument de musique. Selon l'endroit où nous nous plaçons et la façon de taper la scène, nous modifions la sonorité. Performance physique, certes, mais aussi technique. Les danseurs évoluent sur une scène spéciale, faite de plastique très épais. À cette infrastructure particulière s'ajoute le génie des preneurs de son qui doivent rendre le claquement des chaussures le plus audible possible. Les salles de spectacle françaises avaient depuis longtemps oublié ce vacarme rythmé et envoûtant. L'Irlande aura remis les claquettes sur le devant de la scène. Autre spectacle, celui de Robert Hossein et d'Alain Decaux, C'était Bonaparte, qui enflamme actuellement le Palais des Sports de Paris. Grande histoire et petites anecdotes de coulisses avec l'œil affûté et l'oreille musicale de Jacques Barbeau, Christophe Quinck et Jean-Pierre Mantis. Qui dit Hossein dit souvent grand spectacle. Napoléon, je ne savais pas si dévoué à Robespierre. Et ce cliché se vérifie au Palais des Sports de Paris, où Decaux et Hossein nous racontent Bonaparte de 1800 à 1804. Dans les couloirs et les coulisses, il faut être prêt, à la seconde près, pour la campagne d'Égypte. Amène-moi les clés. Le roi. Ça a quand même été quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu une épopée, une fraise, bon, il y a un souffle, une folie. D'ailleurs, nous, j'appelle ça la passion Bonaparte. C'est de la folie. Et nous l'avons monté comme quelque chose de complètement démesuré, dingue. 55 tableaux, une scène de 40 mètres sur 30, 600 costumes, 100 acteurs et figurants pour résumer 4 années de la vie de la France et de Bonaparte interprétées par un acteur d'origine italienne. Allons prêter serment. Je n'ai vu aucun film. Je ne voulais absolument pas me laisser influencer par l'interprétation d'autres acteurs, d'autres grands acteurs. Le spectacle, on l'a compris, est aussi dans les coulisses. Et à l'instar de Victor Hugo, on peut aussi constater que, déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte. Une force mystérieuse me porte vers un but que j'ignore. Et puis à l'instant des résultats de tennis au tournoi de Lyon, victoire de Grosjean d'Escudé sur la tête de série numéro 2 Kafelnikov et de Paul-Henri Mathieu sur la numéro 4 Johansson. Voilà, c'est la fin de ce journal. La météo d'Evelyne Delia dans quelques instants, suivie de Julie Lescaut. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. À 20h, Claire Chazal. Excellente soirée à tous. À lundi. L'info continue sur tf1.fr. Love Dance, dimanche.